J'espère que vous avez tous bien dormi après la belle soirée d'hier. Donc à ce titre, je voudrais remercier le comité d'organisation pour le colloque et puis pour le dîner d'hier soir. Alors Aurélien Favre, je me présente. Je travaille au Coria à Rouen dans l'équipe de physico-chimie du milieu plasma. Donc je m'intéresse moi principalement au plasma induit par laser. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'arc stabilisé par paroi. Je ne suis pas du tout spécialiste, je suis plutôt utilisateur, on va dire. Et donc, pourquoi on met en place des dispositifs de ce type-là ça va être en fait, pour venir générer des probabilités d'émission spontanée, enfin pour venir déterminer des probabilités d'émission spontanée, et donc pour aider en fait à nos diagnostics de plasma induit par laser. Alors, donc du coup, comment ça se dérouler en présentation? Je vais d'abord commencer par un petit peu des avant-propos, vous décrire un petit peu le dispositif qu'on met en place au laboratoire, et pourquoi on met ce type de dispositif en place. Derrière, je vais revenir un petit peu sur les aspects de transfert radiatif et d'émission spectrale, pour vous parler un petit peu de comment ça répond d'un point de vue spectral, quelle grandeur sont en jeu, etc. Derrière, je vais vous montrer deux, trois bricoles sur l'aspect mathématique, comment on peut faire de la détermination de constants spectraux à partir de spectres largement. Et après, je terminerai sur des premières observations, donc une approche très qualitative. C'est un dispositif qui est fonctionnel depuis quelques temps. Et donc là, par exemple, les résultats, je vais vous montrer, c'est des choses qu'on a fait il y a 2 semaines, je crois. Donc c'est vraiment très récent. Et donc après, je m'appuierai du coup sur votre expertise un petit peu sur l'analyse un petit peu des résultats, pour ce que vous en pensez, etc. Donc ça sera la discussion. Alors, donc, pour l'arc stabilisé qu'on a mis en place, c'est un dispositif qui s'appelle ASTRO, c'est un acronyme un petit peu raccourci pour arc stabilisé pour la mesure des transitions radiatives du tungstène, donc W. Donc ça se présente un petit peu comme ça. Hein. On a 2 électrodes. Pour donner des ordres de grandeur, la différence de potentiel entre les 2 électrodes, c'est de l'ordre d'une centaine de volts. Derrière, on fait passer en termes d'intensité une dizaine d'ampères. Donc sur la puissance en fait, qui passe dans le réacteur, là, c'est 1 kW. Et donc, au niveau des débits de gaz, en fait, on va venir injecter, donc, dans un premier lieu tout de suite, et dans ce que je vais vous présenter, de l'argon pur. Mais à terme, l'objectif, c'est de faire l'étude du tungstène. Donc, en fait, on viendra ensemencer notre plasma, notre arc stabilisé, par des cristaux, en fait, c'est du hexacarbonate de tungstène. Et donc, par sublimation de ces cristaux, on pourra avoir de l'émission du tungstène dans notre arc stabilisé. Alors, donc, d'un point de vue matériel, comment ça se présente? Donc, nos 2 électrodes, donc, la note cathode, elles sont en cuprotungstène, donc dans les proportions qui sont ici, hein, 80-20. Ici, vous avez une vue en coupe de tous les segments de notre arc stabilisé par paroi. Donc, en fait, on a le plasma central ici. On a un insert en tungstène qui permet, lui, de guider l'arc et d'assurer la tenue thermique du dispositif pour le point de fusion. Et derrière, en contact avec cet insert de tungstène qui est rentré en force, on a une couche de cuivre qui est refroidie par en convection forcée par de l'eau. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de venir générer du rayonnement de référence qu'on va venir analyser finement pour venir sortir des constants spectraux. Et donc, pourquoi on s'intéresse à un arc stabilisé par paroi précisément? Parce que ça a l'avantage d'être stationnaire. Donc, pour l'observation, c'est très très confortable. La dimensionnométrie, ici, elle est connue. Pour le transfert radiatif, pour reconstruire les spectres, on n'a pas de problème, on connaît notre dimension de plasma. Donc, on pourra en parler. Il peut y avoir des soucis de gradient, de densité et de température. Et donc, on peut faire la version d'Abel pour ça, donc aucun problème. La pression aussi est connue, et la densité électronique est facilement déterminable, donc aucun souci. Donc, Alain en parlait hier, voilà, on est aux alentours de quelques 10-21, quelques 10-22 électrons par mètre cube. Donc le gros avantage, c'est que vu qu'il est stabilisé et qu'on est stationnaire, donc on peut l'observer hein, sur les spectres qui sortent de ça, on est à l'équipe thermodynamique locale, ou en tout cas on est très très proche. Et donc du coup, pour l'exploitation des spectres, c'est très favorable. En revanche, l'inconvénient de ce type d'arc, c'est que on a des températures qui sont très faibles, hein, donc de l'ordre d'un électronvolt, donc 10 000 K. Et donc, selon les espèces qu'on injecte dedans, c'est principalement des espèces neutres. Donc, si on a besoin, par exemple, de déterminer des probabilités d'émission spontanée sur des espèces 1 fois, 2 fois ou 3 fois ionisées, c'est pas envisageable sur ce type d'arc. Et donc, on en parlera aussi à la fin, mais l'autre inconvénient ou l'autre difficulté sur ce type de dispositif, c'est la tenue thermique. C'est-à-dire que malgré une convection
active qui est très efficace, on a tout mis en place, on a quand même des problèmes d'érosion et on peut aussi avoir des problèmes de fuite, uniquement par la thermique du réacteur. Et donc ça peut poser problème aussi à long terme. Alors donc pourquoi est-ce qu'on met en place ce type de dispositif? Donc la présentation invitée cet après-midi en parlera bien mieux que moi, hein, mais nous dans notre équipe on fait vraiment de la détermination on fait du diagnostic de surface en par laser, en placement du par laser. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de venir caractériser un petit peu la physique des interactions plasma-paroi dans les tokamaks. Okay. Et en fait dans un tokamak il y a des effets il y a un couplage entre l'érosion et la redéposition et des effets de transport, ce qui va faire que sur certaines parties du réacteur, il va y avoir des couches de redéposition qui sont assez complexes et encore mal compris. Et donc l'idée c'est quoi? C'est de venir faire du diagnostic de ces couches de redéposition. Et vous voyez ici qu'il y a un grand nombre d'éléments, on est principalement du tungstène. Et là le problème c'est que pour le tungstène, on n'a pas assez d'infos pour venir faire un diagnostic propre. Et donc bon là je vous ai mis quelques clichés de publier. Donc c'est pas sur ITER, qui tourne pas encore, mais c'est sur Ouest. Donc au niveau du diverteur aussi, qui est la zone la plus exposée au flux, donc on va jusqu'à une dizaine de mégawatts par mètre carré, on voit qu'on a des craquelures, on a une couche redéposée au-dessus, on a de l'érosion aussi localement. Donc c'est des phénomènes qui sont uniformes, donc selon la direction colloïdale ou toroïdale dans laquelle on regarde les choses, on ne voit pas la même chose. Et puis on a des phénomènes d'arcage locaux aussi. Donc l'idée, pourquoi on met ce type de dispositif en place, donc je parle d'astro, c'est pour venir caractériser, pour venir sortir des constantes spectraux sur le tungstène, pour pouvoir faire le diagnostic par placement du par laser sur le tungstène. Alors voilà pour l'avant-propos. Donc je ne vais pas vous noyer d'équations très rapidement sur le transfert radiatif. Donc comment ça fonctionne? Vous avez des petites animations ici. Nous, on va s'intéresser à deux grandeurs majoritairement, donc, que sont les probabilités d'émission spontanée, les AKI, qui sont ici. En fait, c'est des taux d'excitation spontanée d'un niveau haut vers un niveau bas donné. Et donc, en fait, c'est par seconde, c'est-à-dire que ça va être un nombre moyen de d'excitation par seconde d'un niveau K vers un niveau I. Et on va aussi s'intéresser à ce qu'on appelle des paramètres d'élargissement Stark, ou des facteurs d'impact, qui vont venir caractériser principalement dans nos placements du par laser, en tout cas l'élargissement de nos règles. Donc comment ça fonctionne? Nous, on a développé dans le cadre de ma thèse un code de transfert radiatif généralisé qui permet de venir calculer des specs synthétiques pour identifier le type de mélange. Donc en fait, on va venir obtenir les densités d'espèces à l'équilibre. Donc c'est un petit peu la partie la plus lourde de la chose, puisque ici on va venir couper notre système, on va prendre en compte toutes les ionisations, toutes les dissociations, puis on va couper le système par évaluation de masse. Et à partir de là, donc une fois qu'on connaît la composition à l'équilibre, on va venir supposer le TL, dans certaines conditions, c'est une hypothèse qui se tient, et on va pouvoir en fait venir déterminer la densité de population d'un niveau émetteur donné pour une espèce donnée. C'est une statistique de Maxwell-Boltzmann ici. Et à partir de là, une fois qu'on connaît le niveau émetteur, on va pouvoir calculer un coefficient d'émission volumique spectrale pour l'émission spontanée. Donc là, je ne parle pas d'émission continue, on est vraiment sur l'émission spontanée, l'émission spectrale, qui dépend de ces deux coefficients. Et une fois qu'on connaît ce coefficient d'émission volumique spectrale, on va pouvoir appliquer le transfert radiatif. Donc le transfert radiatif, ici, selon certaines hypothèses, on va pouvoir directement avoir la lumière spectrale qui est exprimée en watts par mètre carré, par radian et par mètre. Donc en fait, c'est une densité de puissance par unité d'angle solide et par unité de longueur d'onde. Et donc ici, en fait, c'est une forme générale, hein, mais nous, on est en mesure de venir sortir la luminance pour un nombre de couches n donné. Donc, dans le cadre de notre placement du par laser, deux couches suffisent, mais donc pour un arc, par exemple, on va en parler tout à l'heure, peut-être qu'il faut plus de couches, donc faire un calcul de transfert radiatif qui est plus fin que ce qu'on fait actuellement. Donc voilà. Fait important ici, hein, vous voyez que la probabilité d'émission spontanée, c'est directement le coefficient d'émission volumique qui est directement proportionnel aux AKI, alors que le paramètre Stark, ici, en fait, il intervient dans un profil de Ray, donc il va y avoir des déconvolutions. Donc, notamment, le profil de Ray Stark, en fait, lui, il est laurentien, et on peut introduire des profils de Ray qui sont gaussiens. Donc, en fait, on a des profils de Ray qui sont voltifiés. Donc pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir que quand on fait de la détermination de paramètres, c'est beaucoup plus lourd de venir déterminer en largement ce type de paramètres qu'un paramètre qui intervient directement, comme les probabilités d'émission spontanée. Alors, rapidement, je vous présente ici une détermination pour de l'argon. Pourquoi l'argon? Parce que c'est un cas d'école un petit peu l'argon. Ça a
ça a une structure atomique qui est quasiment bimodale, c'est-à-dire qu'on a les niveaux émetteurs des ions qui sont, en fait, ils sont répartis autour ils sont tous autour du niveau tous au-dessus du potentiel d'ionisation, qui est autour de 15 électronvolts. Et en dessous, on a tous les niveaux atomiques. Donc en fait, il y a une sorte, pour un mélange d'argon pur en pression atmosphérique, qui est une sorte de seuil pour lequel on voit que de l'argon neutre, que de l'argon ionique. Alors donc, ici, je vous fais une détermination des alcaïdes en connaissant le oméga alcaïde pour un spectre synthétique, qui est ici. Donc le spectre synthétique, c'est la référence qui est en rouge, et la détermination, c'est ce qui est fait en bleu, et à 10 000 K. Et donc en fait, ici, on va bien faire des spectres pur. On n'a quasiment pas de transition unique qui émerge dans cette température. Donc vous avez ici en fait les alcaïdes qui ont été déterminés par l'optimisation. Donc là, on fait vraiment une optimisation sur plusieurs centaines de paramètres en fonction des alcaïdes listes qui vont servir à faire le calcul. Et je vous rerange ça sur une échelle de couleurs. Donc on a ici les niveaux émetteurs, donc tout ce qui est bleu en dessous de 15 électronvolts, on est sur des transitions qui sont atomiques. Et tout ce qui est au-dessus, avec des transitions uniques, tout ce qui est monté avec vos éléments sur l'arbre. Et ce qu'on voit, c'est qu'à 10 000 K, on a quasiment linéarité entre ce qui est déterminé et ce qui est attendu. Ça veut dire que notre détermination recouvre exactement les alcaïdes pour toutes les transitions d'AR1. Donc si on fait la même chose, mais sur AR2 cette fois-ci, donc là on a un spectre cette fois-ci qui est quasiment complètement unique, et bien c'est le comportement inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de détermination fonctionnelle sur les transitions qui émergent pas, donc c'est les transitions atomiques. En revanche, pour les transitions ioniques, on va aussi avoir une sensibilité sur la détermination des alcaïdes. Donc bon, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand on fait des choses à 15 000 K, donc sur un cas actuel. Eh bien, on perd en considérant tout qu'on a une distribution, mais on garde quand même une réponse proche de la première sectrice ici. Donc on réussit à faire des déterminations simultanées de R1 et R2, aucun problème. Donc à titre d'indication, voilà, là on calcule comme ça en monocœur pour bien déterminer, donc je ne vais pas vous dire, mais je crois que c'est 20% ou 400 AKI d'un coup. Ça prend peut-être 2 heures quand c'est parallélisé sur le cœur, ça prend 2 heures. Alors, si on fait la même chose, mais cette fois-ci pour les oméga KI, vous voyez, on est plus en largement, là on est sur 100 nanomètres. Donc là, en fait, on va venir jouer sur le profil de REM. Donc c'est une déconduction indirecte, c'est-à-dire qu'on travaille sur le facteur d'Ortenstein, donc sur la distribution lorentzienne de la REM. Et derrière, lui, il fait cette évolution et il fait son calcul de manière à optimiser tous les spectres, donc ça fonctionne très très bien. Ici, sur le ADMK, quand on a un spectre plus d'aéroport, on voit qu'on retrouve bien nos facteurs d'impact ici. Donc, la valeur de référence est la plus importante. Donc on est bon. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, il vient surestimer toutes les transitions qu'il ne voit pas. Donc en fait, lui, il va les surestimer de manière à régénérer le temps. Donc il surélargit les règles de manière en fait, à bien retracer la ligne de base. Et donc, pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est important de voir s'il y a des convolutions, c'est-à-dire que cette petite optimisation sur beaucoup moins de transitions, je crois que vous avez fait une centaine seulement, bien là on est quasiment sur un jour de calcul pour faire quelque chose. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Donc ça c'est des maths pures, c'est vraiment on vient optimiser un vecteur de manière à trouver un spectre OK, super. On fait aussi des choses actuellement dans l'équipe sur des approches deep learning, on en parlait, qui en a parlé hier. Pour faire de la quantification, mais aussi pour faire des déterminations de coefficients, comme ça on développe des choses. Alors, donc les premières observations, quelque chose de très récent, comment on a fait. Donc, on a fait tourner le réacteur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc nous, l'alimentation qu'on utilise, c'est une alimentation idéale de courant. On a mis une dizaine de litres par minute d'argon. Donc là, on est dans l'argon pur, vraiment, c'est encore préliminaire comme approche. Et on a fait une observation comme ça, latérale. Donc on n'observe pas sur la longueur du plasma pour éviter tous les phénomènes d'auto-absorption, des choses comme ça. Donc là, on a une vue en coupe sur de l'arc, de 5 mm de diamètre. Et on a regardé ça avec un spectrochaîne. Et donc ce qu'on voit, c'est que on a identifié à peu près 300 transitions de R1 et une vingtaine de transitions de R2. Et donc c'est toutes les transitions qui sont représentées qui sont identifiées avec des points rouges ici. Alors d'un point de vue argon, il y a certaines transitions auxquelles on peut s'intéresser de manière à diagnostiquer un peu rapidement le donc, principalement, il y a une transition thermométrique de l'argon. Donc là, c'est une transition de l'argon 2 qui est à 54-80 nanomètres. En fait, qui présente un très fort AKI, un niveau T bar très faible.
Et donc, en fait, même si, je vous en parlais tout à l'heure, même si on a des températures qui sont faibles, donc du coup la fraction molaire d'Argon plus est faible aussi, la transition va quand même émerger. C'est-à-dire qu'on est en mesure de l'avoir. Et donc si on fait une petite reconstruction, donc on n'a même pas calibré nos spectres. C'est normalisé, c'est juste pour voir la réponse. On voit qu'en augmentant l'intensité qui passe dans notre arc, donc 12, 15, 18, eh bien, on va devoir augmenter la température pour reconstruire notre spectre. Et donc ça, on le voit aussi en faisant des diagrammes de Boltzmann, ça fonctionne. Et donc ici, on voit que nos transitions d'AR2 émergent de plus en plus fort à mesure qu'on peut passer une forte intensité dans nos spectres. Et alors, donc, je termine par une approche un petit peu qualitative sur les impuretés qu'on voit dans notre spectre. Donc ici, premièrement, on détecte du cuivre. Donc, on a un triplet à 510, 515, 521 nanomètres. Et donc, d'où il peut provenir ce cuivre? Donc, soit c'est de l'arrachage des électrodes. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, les électrodes sont du tungstène. On injecte forcément du cuivre dans notre arc. Ou alors, c'est aussi des phénomènes d'arcage autour de nos inserts de tungstène, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça, on peut le voir en fait en post-opération. Quand on démo notre réacteur, on voit qu'on a des petits impacts autour de nos inserts de tungstène. Donc, malgré le fait qu'on guide notre arc, parfois il décroche. Et puis, donc, on vient arracher un peu de cuivre. Là, ça reste encore totalement ouvert, sachant que, en estimant rapidement les choses, on voit que l'émission du cuivre est supérieure aux proportions du cuprotungstène. Tout à l'heure, je vous parlais d'un 80-20. Donc, ça veut dire qu'on injecte forcément du cuivre d'ailleurs. Ça ne provient pas que des électrodes. Derrière, donc, on a des traces de tungstène, et quand je dis traces, on n'a pas fait d'estimation propre encore, hein, c'est trop récent. Mais on a beaucoup de tungstène dans notre arc déjà, malgré le fait qu'on n'a pas injecté d'hexacarbonate de tungstène. Donc là, nécessairement, on vient faire de l'arrachage au niveau de nos inserts et de l'arrachage de nos électrodes. Donc ça peut poser un problème dans la mesure où nous, on va faire du diagnostic sur le tungstène après, et on pollue déjà notre arc avec du tungstène, de par les matériaux qu'on utilise. Donc il faudra faire les choses proprement, de manière à décomposer un petit peu les choses et isoler la contribution du tungstène qu'on injectera. Donc ça peut être une limite. On a pensé par exemple au Pantale pour nos inserts, parce que c'est un point de fusion qui est très haut aussi, et ça nous éviterait la pollution résiduelle, mais les premiers essais, c'était pas aussi concluant que ce qu'on a sur le tungstène. On voit de l'oxygène. Alors, l'oxygène, on pourrait se dire, on a de l'air dans notre arc. A priori, non, vu qu'on ne voit pas d'azote. Et puis, on continue de voir l'oxygène, même si on augmente le débit de gaz, même en soufflant, on peut dire les choses comme ça. L'air qui serait dans notre arc, a priori, on garde l'oxygène. Et puis, donc, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a en fait des colonnes d'alumine autour de nos électrodes qui permettent de protéger la carcasse de notre réacteur. Donc on pourrait se dire aussi on arrache un petit peu sur nos colonnes d'alumine. Non, parce qu'on ne voit pas d'aluminium aussi dans notre arc. Donc l'oxygène vient d'ailleurs. Et donc l'oxygène vient d'où? Vient de l'eau, de notre refroidissement, parce qu'on voit de l'hydrogène aussi. Donc là, même si la GP est très 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 visible, il y a quelques ppm à l'émettre sans problème, là on a nécessairement des fuites. Donc on peut se demander d'où viennent les fuites. Est-ce que c'est une histoire de mécanique de départ? Est-ce que les structures ont mal été faites, etc. On ne pense pas, parce qu'on ne voit pas d'oxyde de cuivre en post-op. Le cuivre dans l'enfant, on n'a pas de dépôt verdage, quoi que ce soit. Et puis pareil, au niveau de la tenue thermique, il n'y a pas d'effet de dilatation non plus sur le cuivre, parce que ici, on a utilisé un chiller à très haut débit qui est capable d'évacuer plusieurs kilowatts. Donc on est dimensionné de manière à ce qu'on soit en température imposée des cuivres. Donc il n'y a pas de défaut de convection ou de défaut de refroidissement. Donc on a un peu de flotte dans notre arc. Donc, a priori, on a laissé tourner l'arc de plusieurs heures. Ce n'est pas un souci de fonctionnement, mais on est pollué à l'hydrogène et à l'oxygène dans notre arc. Donc je conclue rapidement, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, je suis très là-bas. Ici à Stroh, l'idée c'est quoi? C'est qu'il y a un généré du rayonnement de référence à l'équipe thermodynamique locale, faire des déterminations de consens spectraux, donc principalement AKI entre le tungstène, oméga KI c'est du bonus, mais on est en mesure de faire aussi. Et donc le défi ici c'est la tenue thermique. Donc, la tenue thermique c'est refroidissement et c'est aussi pollution et matériaux de choix pour guider notre arc.
Et derrière, donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant sur notre premier essai à conclure? On voit que pour diagnostiquer la réponse, c'est confortable, il y a pas de transition, et puis on a besoin de faire un diagnostic fort. Et par contre, on a des impuretés métalliques qui sont assez fortes, donc cuivre, tungstène, et la présence d'eau. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, je crois qu'on pourra discuter avec tellement de choses à voir positives et d'autres qui peuvent être discutées. Donc, on va beaucoup intéresser, c'est très intéressant. Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention aussi, c'est que à 10-12 ampères argon, on n'est pas en ETL, on est en ETL partiel. Je pense que c'est suffisant le ETL partiel pour arriver à déterminer faire attention, je ne sais pas si vous n'intéressez pas en partie à mesurer les écarts entre 2 ETG dans ces conditions-là. Aussi. Le TL partiel, là, il est bon, donc on va remplir facilement, avec précision, très bon. C'est pas quelque chose les proportions que vous avez de rapport d'eau, c'est très faible. Donc, c'est important que ces impuretés ne perturbent pas les propriétés du plasma. J'ai vu si c'est la température de